Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfin, le retour de la Minute Animale, notre émission phare. D'après les retours, cette émission est votre favorite et ça tombe bien, parce que nous aussi, on l'adore. Là, on rentre dans ce qu'est vraiment la Terrario, et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que des épisodes de la Minute Animale, on en a plusieurs de près, on arrive avec ça. Aujourd'hui, parmi mes chers et très chers lézards favoris, à savoir les gonocéphalus bien évidemment, mais ça vous le savez très bien, nous avons décidé de reprendre avec les gonocéphalus grandis. Allez, c'est parti! Côté étymologie, qu'est-ce que ça veut dire gonocéphalus grandis? Alors juste pour info, sachez que j'ai déjà fait un épisode Vulga Wild sur le genre global gonocéphalus. On venait seulement de créer la chaîne, je vous mets le lien juste au-dessus. Gonocéphalus. Gono, ça vient de gonia. Gono, en grec, ça veut dire angle. Tout simplement comme gone. Vous savez quand il y a polygone, octogone, hexagone, pentagone, chiroégone. Bref, c'est angle. Et ça vient de leur tête. Et tête, en latin, c'était cephalaia, qui vient de képhalé en grec. Képhalé! Et qui redescend vers nous avec céphalus. Vous savez, c'est comme quand on a mal à la tête, on dit qu'on a une céphalée. Donc gonocéphalus, c'est tête anguleuse, tête angulaire. Et ça, c'est caractéristique des lézards du genre. Comme je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, ils ont vraiment des angles proéminents au niveau de la tête. Au-dessus des arcades là, ça leur donne vraiment une petite tête de dragonnet. Je dis de dragonnet, mais les gonocéphalus, en nom vernaculaire, c'est ce qu'on appelle les dragons des forêts. Et grandis, c'est tout simple, ça veut dire grand. Le gonocéphalus grandis, c'est le grand dragon des forêts. D'un point de vue taxonomique, il s'agit d'un agamidé, donc un lézard bien évidemment, qui se situe au niveau des draconinés. C'est donc un dragon, comme je viens de vous le dire, dragon des forêts. D'ailleurs en anglais, ils les appellent les Anglehead Forest Dragon. Ils ont été répertoriés pour la première fois en 1845 par le zoologiste John Edward Gray. Un méga force à lui, parce que vraiment il gère. Enfin, il a géré, force à toi John Edward. Il a alors écrit à l'époque le catalogue des spécimens de lézards de la collection du British Museum. Je vous mets bien sûr le lien de l'ouvrage en description, allons jeter un œil dessus ensemble. Alors c'est important pour moi de partager avec vous cette petite partie recherche, ça fait vraiment partie de la terrariophilie. Il faut aller voir le travail des scientifiques, des herpétologues, des zoologistes, aux époques différentes, ça aide vraiment à comprendre l'évolution de la classification de l'espèce, ainsi que beaucoup d'analyses sur leur comportement et aspects physiques. Donc c'est pas compliqué, comment on trouve ça? Alors c'est facile, au début vous avez un sommaire, dans le sommaire vous cherchez gonocéphalus, vous regardez la page, vous vous doutez bien que même si le nom a changé ça va pas être très loin. Vous allez donc page 238, et là on voit qu'il existait alors à l'époque dans cet ouvrage le Goniocéphalus caméléontinus. Donc ça c'est les Gonocéphalus caméléontinus, c'est une autre espèce du genre. D'ailleurs c'est intéressant de voir qu'à l'époque il disait Goniocéphalus, on est encore plus proche de la racine étymologique du mot, les dérives du temps sur la langue, Gonio deviendra Gono. Mais si on regarde à la page d'après, page 239, il y a le Dilophosaurus grandis. Et le voilà, notre super Gonocéphalus grandis, qui à l'époque, pour des différenciations physiques et non génétiques, avait été séparé dans un autre genre, le genre Dilophosaurus, dont il était l'ultime incarnation. Alors qu'est-ce qu'on voit? Description physique, c'est hyper bien fait. Si vous survolez avec Google Chrome, vous allez avoir la traduction en direct avec la sélection, voilà, des textes. Donc on voit les descriptions, un vert olive, les côtés mouchetés, la queue rayée, la vraiment grande crête formée avec des écailles très compressées, etc., etc. Donc sur la page juste avant, en bas de la page, il y a une description plus large sur ce qu'est le genre Dilophosaurus. Je vous laisse aller voir ça. Alors si on devait traduire un petit peu tout ça, Dilophosaurus, on a dedans di qui veut dire deux, et Lophirus, qui en fait a donné le mot lophir. Lophir en ancien français, c'est un mot qui signifiait agame, agamidé, qui aujourd'hui est désuet, et qui est un descendant du mot lophos. Lophos ça veut dire crête ou huppe. Et en effet, quand on regarde les Gonocéphalus grandis, ils ont deux crêtes, une au niveau de la tête et une au niveau du dos. Moi dans un premier temps, c'est ce que je me dirais pour expliquer le mot, mais si on va chercher une définition sur lalanguefrançaise.com, on tombe ici, là je vous montre, sur ceci. Le nom générique fait ici référence à la double crête charnue qui orne la zone occipitale de la tête de ces lézards du genre Lophosaurus. Donc là on parle en fait des crêtes charnues, donc en chair, de chaque côté de la tête. Bref, ça laisse un petit peu à interprétation. Soyez méticuleux dans vos recherches, surtout sur des animaux très peu documentés à l'heure actuelle par des articles récents. Si vous voulez des bases de connaissances, c'est facile, vous allez sur Wikipédia, vous regardez les références en bas, de quoi ça s'inspire, où est-ce qu'ils ont trouvé leurs informations, ou alors vous allez tout simplement sur Reptile Database.
Attention, cependant, regardez-moi ce bordel sur Picture Animal, Gonocephalus grandis. Le nom est bon, le genre est bon, la photo est bonne, mais alors un nombre de conneries, j'arrive même pas à expliquer l'article. Regardez un petit peu ça. Le Gonocephalus grandis se nourrit principalement de régime herbivore. C'est absolument faux, avec préférence particulière, blablabla, les feuilles tendres, nanana. C'est n'importe quoi. Apparence, le Gono grandis est un grand reptile arboricole qui se distingue par sa tête triangulaire et ses appendices en forme de feuilles. Ouais, faut le dire vite. La peau rugueuse, nani, nana. Bon, là, somme toute, c'est pas particulièrement faux la suite. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit sur le côté là? Ils disent que ça fait partie des ambisbènes. Je vous laisse taper sur Google Images pour comprendre ce que c'est les ambisbènes. Vous allez comprendre que c'est n'importe quoi. Et alors là, famille, le clou du spectacle, le lézard fouette-queue. Donc là, je vous mets une photo de lézard fouette-queue pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est vraiment. Les lézards fouette-queue, c'est des uromastyx. Ça vit dans le désert, ça n'a aucun rapport avec les Gonocephalus grandis. Bref, je veux pas leur faire une mauvaise pub, mais faites attention dans vos recherches, croisez les informations, soyez vigilants, prudents et exacts. Et oubliez ChatGPT, pour le moment sur le sujet, c'est pas du tout au point. Bien, cesse de vocabulaire, enchaînons. Présentation de la localité et du biotope. Les Gonocephalus grandis, ça se rencontre en Asie du Sud-Est. Pour être exact, on a le Vietnam, le sud de la Thaïlande, la Malaisie péninsulaire et en Indonésie, à Sumatra, à Nias, aux îles Mentawai et à Bornéo. Ils vivent dans des forêts tropicales humides, le long des rivières et d'autres surfaces aquatiques de toute cette zone géographique, c'est incroyable. Alors pour vérifier cela, regardez, vous allez sur ce site-là. C'est hyper pratique, c'est hyper bien fait. Vous avez la carte de la zone géographique, voilà, vous pouvez vous balader et vous voyez là les espèces de repères bleus. En fait, c'est là où on a observé des Gonocephalus grandis dans un cadre de recherche. Je vous le dis, il y a des gens qui font du travail, il faut l'exploiter, merci à eux. Donc là, par exemple, en cliquant ici, là, vous voyez qu'il y a un spécimen de Gonocephalus grandis. Vous allez cliquer là, voilà, là, il y a 2 spécimens qui ont été observés exactement à cet endroit-là. Vous pouvez zoomer, c'est super bien fait. Et alors, si vous allez voir de plus près, vous pouvez aussi vous mettre en zone satellite, c'est Google Maps, vous allez voir qu'à chaque fois, regardez, c'est à côté des rivières. Il y a régulièrement, nécessairement, des points d'eau pas loin. C'est quand même hyper pratique comme petit site, comme application, là, Arctos Database Museum. Du coup, on observe bien qu'il n'y a jamais une rivière ou un point d'eau bien loin, des observations qu'on fait d'eux. Et alors, repérez bien les zones géographiques où il y a ces points, vous allez sur ce site-là, donc ça c'est Windy, je vous ai déjà montré Windy, et en fait, vous allez pouvoir aller regarder les relevés de température ainsi que les altitudes de ces espaces géographiques. Ça c'est hyper pratique. Alors ce qui est particulier chez le Gonocephalus grandis, c'est que c'est quand même assez diversifié. On voit qu'il y a des zones qui montent jusqu'à 30 degrés, mais bon, on imagine bien qu'ils vont se mettre à l'abri quand c'est comme ça. Et en termes d'altitude, on n'est pas très loin du niveau de la mer, à quelques centaines de mètres tout au plus. Il n'y a que peut-être la partie Malaisie, là, où il y a du relief. Regardez, on est encore pas loin d'une rivière. Bref, vous voyez, cette démarche permet déjà d'avoir quelques informations sur une espèce qui est peu documentée et qu'on acclimate, c'est une espèce prélevée. Donc il faut essayer d'aller chercher, d'aller comprendre à quoi ça ressemble globalement chez eux. Après, le mieux, c'est d'aller directement sur place, avec quelqu'un d'expérimenté pour aller les observer en vrai. Et ce qui est bien, c'est que l'Oma Wild, ça rémunère tellement qu'on y va toutes les semaines. C'est pas mal, Alors, pour vous parler un petit peu des spécificités de cette espèce. Déjà, je vais commencer par vous dire qu'elle est géniale, qu'elle est fabuleuse, que c'est le plus beau lézard du monde, en toute objectivité, bien sûr. Allez dans la globalité. C'est une espèce qui a la capacité de changer de couleur, et ce, très vite. Un peu comme les caméléons. Sauf que là, il n'y a pas 50 patterns et des variations en fait de déplacement de zones colorées. Soit c'est coloré, soit c'est quasiment noir, on va dire couleur terre. Et ça varie en intensité entre les deux. Chez eux, c'est absolument génial et en fait, cette couleur, elle va varier en fonction de globalement quelques critères. Le numéro 1, c'est tendu ou détendu. Quand ils sont détendus, qui sont cool, qui sont zen, qui sont bien, ils arborent toutes leurs couleurs absolument chatoyantes, absolument extraordinaires. Quand ils sont stressés ou que quelque chose ne va pas bien, c'est là qu'ils vont se mettre à arborer leurs couleurs vachement sombre. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à aller se cacher dans les troncs d'arbres ou vraiment se plaquer au sol en prenant la couleur du sol en fait. Si vous avez des Gonocephalus grandis chez vous et que vous voulez bien sûr les voir en pleine couleur ou les montrer à des gens qui viennent les voir, il y a quelques petites techniques. La première technique, c'est l'arrosage. Quand on les arrose, ils se sentent super bien. Ce sont des lézards qui adorent l'eau. Bah oui, j'arrête pas de vous le dire, ils vivent le long des rivières. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo bien sûr comment ça marche avec l'eau tout ça, mais prenez un pulvé, arrosez-les, faites-les boire, arrosez-les partout sur tout leur corps avec une eau fraîche entre
entre 17 et 22 degrés, vous allez voir, ils vont se mettre à se colorer direct. Une deuxième technique, attendez qu'ils dorment. La nuit, ils sont complètement détendus, ils ont toutes leurs couleurs, c'est trop beau. Alors, du côté du corps, regardez-moi ces papates. Ils ont des longs doigts griffus, et c'est des longues pattes, des longues pattes de lézard arboricole, un corps quand même assez longiligne, et une tête triangulaire là, qui est un peu en pointe. Je trouve que les angles typiques des gonocéphalus au niveau de la tête sont pas très marqués sur cette espèce, notamment si on devait la comparer par exemple à Gonocéphalus caméléontinus ou Gonocéphalus doriae. Alors ils ont un comportement sympa quand ils essaient de vous effrayer, ils font une boule avec leur langue comme ça, ils ouvrent leur gueule, ils se mettent de côté quand ils sont vraiment en mode vénère, attention. Et en fait là, ils vont se faire vibrer cette espèce de langue en boule là, c'est trop bizarre. C'est à s'imaginer que dans la nature en fait, c'est un truc qui est censé faire peur. Recule humain, regarde ma langue, c'est effrayant. Allez, on zoome un peu sur le visage, regardez-moi ces dégradés de couleurs, c'est vraiment trop beau. Donc ils ont un œil noir sombre avec un cercle blanc. Alors, pour parler des mâles, ils mesurent jusqu'à 55 cm, c'est le cas du mien. Et alors, ils arborent un vert intense, magnifique, qui est la couleur majoritaire sur leur corps. Ils ont les flancs bleu moucheté jaune, c'est quand même assez extraordinaire pour le coup. Ils ont 2 crêtes sur la tête et sur le dos qui va jusqu'à la queue à peu près. Des crêtes d'écailles vertes, souples, molles, qui sont faites un peu en écailles compactées. Il a la tête quand même assez pointue, tirée vers l'avant. Et en dessous de la tête, là, en dessous de la mâchoire, un fanon orange fluo et bleu. Oh my god! Il a une longue queue noire. Ils ont une longue queue noire rayée de bleu vert, qui représente 60-70% de la longueur totale du lézard. Et regardez-moi ces papates là, elles sont musclées, elles sont vertes, zébrées. La femelle, elle est bien différente. Déjà, elle est beaucoup plus petite, elle fait une trentaine de centimètres, tout au plus. Il y a vraiment une disparité mâle-femelle là qui est assez honteuse. On perd le côté vert intense pour gagner plutôt une couleur un peu plus camouflée, qui tire vers le brun, le vert brun, le brun vert. On retrouve toujours les flancs bleu moucheté jaune. Il y a une absence de crête en fait, sauf là en fait à l'arrière du cou, il y a une petite crêtounette. La queue est la même que celle du mâle. Et alors les femelles, elles creusent pour pondre. Elles creusent le plus profond possible dans les terrariums ou dans vos espaces de ponte prévus pour la ponte. Bah oui, un espace de ponte, c'est prévu pour la ponte. Donc on va dire à 20 cm sans aucun problème. Elles vont aller pondre là-dedans, elles vont recouvrir tout et ensuite elles vont frapper avec leur tête pour tasser la terre. C'est une scène assez chouette. Ça va donner des œufs qui font environ 3 cm au moment de la ponte. Blancs calcifiés et qui vont incuber entre 4 et 8 mois selon les conditions d'incubation. Les spécimens juvéniles, quant à eux, mesurent environ 10 cm à la naissance. Ils ont tout le look de la femelle. On dirait vraiment des femelles miniatures avec une grosse tête un peu bouboule, ils sont trop beaux. Regardez-moi ces petits choupinets là. Oh là 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 là, on est vraiment sur des petites beautés. Ils sont super rapides, super agiles, méfiez-vous, ils vous sautent dessus, ils courent partout, c'est l'enfer. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différenciation mâle-femelle, le début de l'expression du phénotype mâle, n'apparaît qu'à partir de 1 an. Alors là, on a un début de crête qui commence à apparaître, vous verrez rien avant ça. Si vous voulez les sexer, il faudra attendre au moins 1 an. C'est des animaux vifs, vraiment vifs au niveau comportemental, ça se déplace très vite, ça court très vite et ça saute dans les branches à toute vitesse. Les spécimens prélevés sont craintifs, mordeurs, voire très mordeurs. Mon mâle perso, il était presque au niveau de l'hystérie, mais après plusieurs années de travail, on arrive à les manipuler sans qu'ils mordent, même plus besoin d'avoir de contention, il suffit de le poser sur sa main et ça va. Je dis pas qu'il se sent au mieux de sa sérénité, mais regardez, ça marche bien. Pour vous expliquer un petit peu comment on maintient des Gonocéphalus grandis. Chez nous, chez Loma Wild, ça fait maintenant plusieurs années qu'on les maintient, qu'on les reproduit, tout se passe très bien, ils sont en pleine santé. Je vous partage donc un petit peu mes connaissances et ma façon de faire. La taille minimale de terrarium pour un Gonocéphalus grandis, c'est 90 cm par 45 par 90. Dans cet espace-là, vous pouvez en mettre 2, un mâle et une femelle, comme Zhao et Mia. Par contre, ça commence à faire quand même assez petit pour 3. Aussi, je vous préconise, si vous voulez en avoir 3 ou 4, d'avoir un terrarium d'au moins 120 cm de large. Donc, aménager un terrarium tropical humide, avec un substrat comme on sait bien le faire, dans l'idéal une idée de bioactivité, mais voilà, clairement il faut un sol qui soit humide. N'oubliez pas, ils vivent près des rivières. Et le maintien des Gonocéphalus, c'est un petit peu particulier.
Depuis les années où on a commencé à les importer, vous pouvez entendre tous les sons de cloche, à savoir, ils adorent l'humidité, donc il faut ventiler le moins possible, donc des terrariums qui soient très cloisonnés pour maintenir un maximum d'eau. Donc il y en a qui disent ça, et au contraire, il y en a qui vont vous dire prenez un flexarium à 100% ventilé. C'est des animaux qui ont besoin d'air frais, d'air pur, d'air renouvelé, exactement comme les caméléons. La version Loma Wild de l'histoire, quelle est-elle ? Eh bien c'est pas compliqué. Il faut un terrarium en verre qui maintient une bonne humidité au sol et qui soit grillagé sur au moins 3 faces. Le dessus grillagé, les côtés grillagés. Nous on a fait des espaces d'aération partout en haut et en bas sur les côtés. Et il y a un ventilateur posé dans la pièce juste à côté. Les gonocéphalus, ils vont se baigner, ils vont se plaquer au sol, ils vont aller dans l'eau, dans la boue. Et ensuite, ils ont besoin d'aller se sécher en l'air. Donc il faut qu'en fait, les espaces qui sont les plus hauts soient secs et ventilés, et les espaces les plus bas soient humides. Trop sec, ça va pas, vous allez les perdre. Trop humide, ils vont développer des maladies, et je peux vous dire que les gonocéphalus, c'est fragile. Côté température, il est nécessaire que la température ambiante ne soit pas élevée. C'est-à-dire, si vous avez une pièce environ à 20-22 degrés, c'est vraiment l'idéal. Dans leur terrarium, globalement, faut qu'il fasse entre 20 et 25 degrés. Vous pouvez avoir un point chaud vraiment isolé à un endroit précis. Mais alors vraiment isolé, il doit pas chauffer le terrarium. Et à cet endroit précis, il pourra faire 26 ou 27 degrés. Mais pas plus. Attention à la chaleur, c'est des animaux qui la redoutent. D'ailleurs, quand ils ont chaud, vous allez les voir aller se plaquer au sol, prendre l'humidité, prendre le frais, et prenez ça pour des signes indicateurs de leur mal-être au niveau chaleur. D'ailleurs, quand c'est comme ça, ils vont changer de couleur, comme je vous l'ai expliqué, ils vont prendre les couleurs de quand ils sont stressés. Côté ultraviolet, c'est pas difficile, UVB, zone 2 de Ferguson. Si vous comprenez pas ce que ça signifie, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a tournée avec Reptile System pour expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les UV dans la terrariophilie. Alors, la clé avec les gonocéphalus, et surtout les gonocéphalus grandis, c'est l'eau et encore l'eau. Ils adorent l'eau. C'est pour ça qu'on leur met un bac qui fait au moins 25 cm de profondeur. Et alors là, je peux vous dire que c'est absolument tous les jours qu'ils vont se baigner dedans. Ils s'y baignent, ils se laissent porter dessus. Ils vont plonger et aller mettre leur tête au fond du bac. Ce sont des excellents nageurs et ils vont aussi y faire leur déjection. Vous l'avez compris, ça peut poser des problèmes au niveau hygiène. Donc très important, vous changez l'eau tous les jours, vous désinfectez vos bacs tous les jours. Alors nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre les racines des pothos qui plongent dans tous nos bacs d'eau, on fait ça dans tous nos terrariums. Bah oui, les plantes, elles aiment bien récupérer un maximum de déchets qui sont dans l'eau et l'eau tout court de toute façon. Ça les aide à pousser. En plus, c'est joli et c'est aussi un petit tips pourquoi. Il peut arriver qu'il y ait des naissances dans les terrariums. Et alors, le premier truc que font les bébés gonocéphalus, c'est qu'ils cherchent de l'eau et ils plongent dedans. Donc on a déjà eu vraiment des mauvaises surprises à voir des bébés gonocéphalus fraîchement nés dans le terrarium, complètement coincés au milieu du bac d'eau à pas savoir s'en sortir. Donc quand il y a des racines de plantes qui sont dans l'eau, ça va leur permettre d'avoir des espaces pour grimper et s'en aller de là. Le temps que vous puissiez les trouver, les sortir du terrarium et les isoler. Bah oui, parce qu'il faut surtout pas laisser les petits bébés gonocéphalus avec les adultes. Comme vous l'avez compris, ça va finir en casse-croûte. Pour revenir sur le sujet de l'eau, ils l'adorent. Vous allez voir que leur comportement, leur couleur, tout est changé par le fait de les arroser, de les pulvériser ou de les baigner. L'aménagement, c'est pas compliqué, Je vous dis la même chose à chaque fois. Vous mettez des branches verticales, des branches horizontales, des branches ou des surfaces de grimpe en diagonale. Il faut qu'il y ait de tout, qui puisse couvrir tous les espaces et vous allez voir d'ailleurs qu'ils vont absolument tous les utiliser. De l'ombre et de la lumière, de l'inerte et du vivant. Pitié, évitez les plantes en plastique, faites des choses jolies en terrario. Surtout aujourd'hui en 2024, on est hyper conseillé pour les plantes, on a des super trucs. Moi je suis pas expert en plantes, mais quand même, ça change tout d'avoir des vraies plantes dans un terrarium. Quand je dis de l'ombre et de la lumière, c'est qu'il faut des zones fortement éclairées. Déjà ça va faire pousser les plantes et en plus les lézards vont profiter de la lumière blanche. Et les zones d'ombre, c'est simplement quand ils voudront être au calme, à l'ombre, se cacher, voilà, c'est absolument essentiel. Donc nous on a fait une petite structure là, avec du chêne, avec des branches, et vous voyez il y a des cachettes, ils peuvent carrément aller se cacher en dessous, c'est vraiment une petite maisonnette. Les gonos, ça demande un contrôle régulier. C'est des lézards qui ont besoin d'attention, qui mangent peu, qui grossissent pas beaucoup, qui sont sensibles, qui tombent vite malades, et qui ont des paramètres assez spécifiques. C'est pas une terrariophilie de l'élite, c'est juste des animaux qui sont pas communs et sur lesquels il y a encore peu de retours et peu de conseils. Donc pour maintenir des gonocéphalus, allez les voir, regardez s'ils vont bien. Bref, le nourrissage, ils sont à 100% insectivores. Donc il faut les nourrir avec des insectes diversifiés et alimenter vos insectes avec de l'alimentation diversifiée également. On a fait une vidéo pour vous expliquer tout ça. Nous, on les nourrit aux insectes 2 fois par semaine et 1 fois par semaine, ils ont un bac avec des vers moriaux. Pour ce qui est de la boisson, on a beau être dans les Hauts-de-France, ils boivent pas de bière les gonocéphalus, ils ne boivent que de l'eau, contrairement à mon caméraman. Et cette eau, ils la boivent
boivent au pulvérisateur. Et là, je plaisante pas là-dessus, c'est tous les jours, au moins une fois par jour. D'ailleurs, c'est simple. Nous, on a des étiquettes posées sur tous nos terrariums avec tout ce qu'il faut. Regardez là, je vous fais un plan. C'est toujours plus facile d'avoir ses paramètres et ses consignes sous les yeux quand on est devant son terrarium, surtout quand on répartit le travail du maintien, de l'arrosage, etc. Et là, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit symbole de pulvérisateur. Ça signifie que ce sont des lézards qui boivent au pulvé. Les bébés. Pour maintenir les bébés, c'est simple. Il faut des espaces restreints. Nous, on les maintient par 2 ou par 3 à taille équivalente dans des terrariums de 20 cm par 20 par 30 au moment de la naissance et pour quelques mois. Il faudra ensuite progressivement augmenter leur espace de vie avec un 30-30-45, puis ensuite les isoler dans un peu plus grand avec du 60 par 45 par 90 par exemple. C'est exactement comme ça qu'on maintient Moignon. Donc ça là, ce que je vous montre là, c'est le terrarium de Moignon. Dans l'ensemble, maintenir des gonocéphalus grandis, c'est pas un mauvais choix pour commencer le gono. Je dirais que c'est les gonocéphalus les plus robustes de tous. Avec eux, il y a quasiment jamais de galère. En plus, ils sont particulièrement classe. Il y a juste le sujet de la température. Ils sont assez sensibles là-dessus. Soyez prudents. Pour vous présenter quelques spécimens. Alors là, on est accompagné de l'incroyable Zao, notre mâle Gonocéphalus grandis. Regardez-moi comme il est magnifique. Zao, c'est un spécimen phénoménal. C'est Stéphane Rossel qui me l'avait trouvé à l'époque chez Reptilis. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il est avec nous. Donc là, vous pouvez voir qu'il a des couleurs un petit peu sombres. Zao, quand on l'a eu, il était infernal. Horrible. Une terreur de guerre. Il était particulièrement craintif, particulièrement agressif. C'est un animal qui a été prélevé dans la nature. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années, de la manip, du nourrissage, de l'arrosage, qui s'est habitué à nous. Et maintenant, on arrive à être l'un à côté de l'autre, sans qu'il se barre en courant, sans qu'il montre les dents, sans qu'il soit particulièrement agressif. C'est vraiment un bon spécimen, notre Zao. On a vraiment le mâle parfait, hein. Regardez, lui, il fait 55 cm en tout, pour un corps d'environ une vingtaine de centimètres. Il a une crête qui est magnifique, il a tout ce qu'il faut, les bonnes couleurs aux bons endroits, les bonnes écailles. Alors, là, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus petite. Il s'agit de sa femelle, de sa femme, qui s'appelle Mia. Donc Mia, en fait, on l'a acheté absolument en même temps que Zao chez Reptilis, il y a déjà au moins 3 ans. Hein. Et alors, ce qui est génial chez les Gonocéphalus grandis, comme vous pouvez la voir, c'est que les femelles, elles sont hyper canon. Elle est trop belle. On a l'habitude chez les lézards d'avoir des espèces où le mâle est incroyable et la femelle est passable, quand on pense notamment aux caméléons, par exemple, avec des mâles énormes, plein de couleurs, et des femelles plutôt fades, plutôt oubliables. Mia, on l'adore, on l'adore carrément. Alors elle a un peu un sale caractère, mais on l'adore parce que c'est notre femelle reproductrice en Gonocéphalus grandis. T'as vraiment fait du bon boulot, ma belle, on t'adore. Et pour vous présenter du coup quelques petits bébés de Mia qu'on a gardés à la maison, on a Keban, notre premier Gonocéphalus né à la maison. Regardez-moi comme elle est belle, une jolie femelle qui a tout ce qu'on veut voir. Concernant les autres bébés, là par exemple il y a Moignon. Alors Moignon s'appelle comme ça parce que comme vous pouvez le constater là, quand il était tout petit, tout bébé, il a perdu une de ses pattes. Il venait tout juste de naître. Et du coup ça lui fait un moignon. Et ça l'embête absolument pas pour se déplacer, il est toujours hyper agile et hyper rapide. Et là regardez, voilà, différents petits bébés, ils sont trop mignons. Et à cet âge là ils sautent partout, c'est une vraie galère quand ils sortent de leur terrarium pour bien les attraper. En plus ils savent vraiment bien sauter et bien courir, c'est très agile. Voilà, c'est terminé. Ce fut un immense plaisir pour moi de partager avec vous ma passion sur les Gonocéphalus. C'est promis, bientôt de nouveaux épisodes de la Minute Animale. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, force à vous.